Le sol est composé de schiste talphite de type grès brisé. À certains endroits, c'est de l'ardoise standard, agrémentée de lichens de couleurs diverses et variées. J'ai réussi à discerner ces pas du véritable fouillis que constituent ces entrelacs de racines et de végétaux en tout genre. Sa foulée est ample, et sa démarche ne fait que refléter la carrure de son échine. Un peu comme cette pin-up dont j'ai pu me délecter lors de la lecture cursive alpheline coquine de l'un de mes amis. Je crois que c'était quelque chose du genre Jaira Pussies, enfin bon, ce n'est pas très important. Les traces étudiées mesurent 32 cm de long pour une largeur de 16 cm. L'empreinte du tissu sur la boue indique qu'elles ont été fabriquées avec du cuir de vache type béarnaise du sud de la vallée de Flugorn. Le repas de cette vache fut composé essentiellement de foin et de charlotte à la fraise, car n'oublions pas que cette région magnifique par ses panoramas réputés a pour coutume ancestrale de gaver le bétail avant l'abattage. C'est en effet le duc Angledar qui prit la décision en 1281 de l'ère deuxième d'instaurer le gavage, pourtant prohibé dans certaines régions alentours. Mais revenons à nos traces. L'espacement longitudinal des pas peut nous renseigner sur l'équipement de l'individu. Tenez donc comme information cruciale que notre ami portait un jean moulant taille 45 avec des motifs tribaux d'une couleur écarlate sur le haut du genou et des vieillissements artificiels du tissu sur le bas de la cuisse gauche. Son arme est une hache double affûtée à la naine, achetée il y a 6 mois dans une boutique d'armurerie dans la cité montagnarde de Kansdrun. Le manche est en hêtre, la lame est en fer froid, et les motifs barbaresques de batailles nordiques légendaires peuvent nous induire en erreur, car elle a été sculptée par le compagnon canin d'un clochard dans cette même cité, hélas pourvu d'un trop grand nombre de mendiants. En outre, Kansdrun est une puissance économique reconnue, et il n'est pas rare que les principales routes commerciales des terres de Nyr soient annexées par cette métropole. Mais le déficit socio-économique de la cité peut engendrer la perte d'argent, qui entraînera elle-même un exode urbain grandissant, qui lui-même induira l'essor de la puissance campagnarde. Mais revenons sur nos traces. La vitesse de marche de l'individu montre que son intérêt pour sa cible n'était pas moindre. En effet, nous pouvons supposer qu'il poursuivait quelqu'un, ou quelque chose, ou peut-être même une entité virtuelle. Ce que j'entends par entité virtuelle se présente le plus souvent sous la forme de rêve ou de vision. Il m'a semblé un jour lire que les orques, dans la fleur de leur jeunesse et de leur santé, étaient empreints à des crises violentes de somnambulisme. Les déambulations schizophrènes, et même, ne nous cachons pas de le dire, psychopathologiques, sont une des preuves, outre l'aberration que constitue naturellement la race des orques, qui pourrait m'aider à confirmer que notre sujet se dirigeait vers une fabrique de guimauves. Le contexte historique de la création de cette recette remonte au temps de la fameuse guerre des grosses dents mal lavées. Comme nous devons tous le savoir, cette guerre se déroula sur une période de brassage économico-culturel très flou entre les différentes civilisations. En effet, la légendaire recette de la guimauve a toujours été, demeure aujourd'hui et sera à jamais disputée entre elfes et orques. Les elfes, depuis que le monde est monde, revendiquent l'invention de la guimauve à la fraise, inventant de ce fait la guimauve originale, également appelée guimauve nature. Cependant, il semblerait que des résidus fossiles de composés chimiques prélevés dans des intestins d'orques, ressemblant de près ou de loin à de la Guimaweria glauentoeria, plus communément appelée guimauve. Et cette recette, bien que très proche de celle présentée par les elfes, présente un aspect différent, parfois plus primaire et naturel, contrairement aux apports métamagiques des elfes pour l'arôme banane-beurre de la civilisation. Enfin, présentons l'aspect digital de la chose. Le contexte naturel indique qu'une période de pluies intenses a porté ses fruits sur cette zone. En effet, de jeunes pousses fourmillent parmi ces traces de pas, et donc le temps que ces végétaux primaires voient le jour correspond au délai des mésaventures de notre compagnon. Je peux estimer la date de son départ à 2 jours dans le passé, ainsi que la date de péremption de ce yaourt arôme pistache jambon chocolat, qui, en étudiant cet arôme quelque peu dégueulasse, efface ma perplexité au sujet de l'éventail de possibilités d'appartenance. Enfin, je dis appartenance, mais ce yaourt appartient à présent à Mère Nature. Ce que je voulais signifier est qu'il ait pu appartenir à l'orque, ou une autre entité virtuelle telle que des champignons hallucinogènes roses ou bleu turquoise. Je juge puéril, et même quelque peu imbécile, que l'orque, durant la liste de l'inventaire des vivres de chacun des compagnons, n'ait pas trouvé judicieux le fait de nous dire que ce yaourt était en sa possession. On peut alors émettre l'hypothèse que ce n'est pas lui qui s'est fourni en nourriture, connaissant par expérience la nature cachée et quelque peu pudique de cette race, mais sa maman. En fait, je n'ai aucune idée d'où est l'orque puisque j'ai raté mon test de survie. Je vous ai tous bien baisé, hein.